Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va continuer donc cette petite série sur le fer avec, comme prévu, une vidéo cette fois sur, on va rentrer un peu plus en détail sur tous les éléments, tout ce qui constitue en fait les différentes composantes de votre bilan sanguin pour comprendre un petit peu plus tous ces éléments-là et puis aussi comment ça fonctionne au niveau du métabolisme du fer. Donc quand on parle du fer, en fait, il y a trois choses qui sont très importantes à comprendre. Ça va être le stockage, le transport, mais aussi tout ce qui est absorption. En fait, tous ces mécanismes-là, à chaque fois, sont bien spécifiques, bien particuliers et sont relativement complexes, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier sur le fer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le fer est vraiment un élément qui va être très réactif et c'est pourquoi il est toujours pris en charge par une molécule en fait. Donc à chaque fois, dans tous les cas, il va y avoir une molécule qui va intervenir, qui va porter un nom différent en fonction qu'on est justement dans le transport ou plutôt dans le stockage. En ce qui concerne l'absorption déjà du fer, donc vous avez compris aussi également que c'était compliqué de l'absorber. Alors il y a une petite erreur que j'ai faite dans les vidéos d'hier, où je vous ai parlé en fait du fer héminique, non héminique, où en fait je vous expliquais que le fer non héminique, alors je ne sais plus à quel pourcentage je vous avais dit en fait qu'il était absorbé, donc je l'avais fait de mémoire, mais en fait je me suis trompée au niveau des pourcentages. Donc le fer qui est le mieux absorbé, donc c'est toujours effectivement le fer héminique, mais par contre il n'est absorbé qu'à hauteur de 25%, alors que pour le fer non héminique on est plutôt autour de 5%. Donc vous comprenez pourquoi, justement. Le fait qu'on ait des recommandations aussi importantes, 9 à 16 mg comme je vous l'ai expliqué, permettent de couvrir donc les besoins complémentaires qu'on va avoir au quotidien qui sont de 1 à 2 mg par jour. Donc voilà, c'était... Hier, j'ai réagi par rapport à ça après coup. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche parce que je trouvais que ça faisait un taux d'absorption qui était assez important par rapport à ce que je vous avais dit. Donc voilà, je voulais le rectifier dans cette vidéo. Donc, au niveau de l'absorption, donc non seulement en fonction de la nature, de l'origine en fait de ce fer qui va provenir de l'alimentation, ça va être compliqué de l'absorber, mais en plus de ça, il y a une hormone en fait qui va être là et qui va réguler ce mécanisme. Alors c'est l'hepcidine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pas une hormone qui est très connue, donc c'est une hormone qui est produite par le foie et qui permet en fait, suivant son taux de sécrétion, de réguler l'absorption ou le relargage en fait de ce fer qui est stocké donc dans différents tissus. Donc ça va permettre en fait de laisser ou pas circuler le fer dans l'organisme parce que comme je vous l'ai dit, non seulement c'est réactif, donc ça crée vraiment une oxydation sur plusieurs éléments, donc c'est assez important. Mais en plus de ça, le fait de priver ou pas le corps de fer circulant, ça va permettre aussi d'inhiber le développement de certaines infections, de certains virus, donc ça aide aussi, ça fait partie des mécanismes de défense que l'organisme a à sa disposition. Donc tout ça c'est régulé par l'hepcidine. Donc par exemple, si vous êtes dans le cas d'une anémie, ce qui va se passer c'est que votre foie va moins sécréter d'hepcidine et le fait de moins sécréter va permettre de mieux absorber le fer qui va provenir de votre alimentation, mais aussi de mieux libérer le fer donc pour qu'il puisse être utilisé. En revanche, s'il y a une infection dans votre organisme, étant donné que ça va être utile à ces agents pathogènes, l'organisme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sécréter davantage, le foie va sécréter davantage d'hepcidine et cette hepcidine en fait va empêcher donc le relargage du fer, donc de mettre à disposition du fer au restant des tissus et en même temps va freiner l'absorption du fer que vous ingérez. Donc dans ces cas-là, si vous avez une infection, en fait, peu importe la quantité de fer que vous allez absorber à ce moment-là, ça ne servira à rien parce que de toute manière, vous n'allez pas l'absorber. Donc vous risquez plutôt de causer d'autres dommages. Donc ça ne sert à rien en fait finalement de faire même une complémentation en fer, tout simplement parce qu'il ne va pas être utilisé. Donc au niveau du stockage maintenant, parce que là je vous ai parlé de l'absorption, au niveau du stockage, donc ça va être fait sous forme de ferritine. La ferritine, donc c'est une molécule qui va prendre en charge le fer et qui va donc permettre le stockage du fer dans certains organes, dans certains tissus qui en ont
beaucoup besoin, donc ça va être le foie notamment, mais il y a aussi tout ce qui est globules blancs, tout ce qui est rate, moelle épinière qui produit donc des globules rouges, donc elle a besoin de fer puisque c'est un des éléments qui entre dans la composition des globules rouges, donc très important. Donc voilà, ça va être plutôt dans ces tissus-là, il y en a d'autres effectivement, mais c'est les principaux qui vont en contenir. Et par contre, en circulation, donc vous allez pouvoir trouver un petit peu de ferritine, effectivement, dans les veines, c'est ce qu'on peut mesurer aussi. Mais par contre, c'est en toute petite quantité, en fait, par rapport à ce qui peut être stocké, puisque c'est une autre molécule qui va plutôt faire circuler le fer. Donc là, c'est vraiment une toute petite quantité. Donc ce qu'on appelle le fer, la ferritine sérique, en fait, le taux sérique, c'est effectivement cette ferritine qui va être en circulation, mais qui est vraiment mineur, mais qui permet aussi quand même, ne serait-ce que d'avoir un élément sur la quantité de fer que vous avez à l'intérieur, puisque ça reflète aussi la quantité de fer disponible globalement. Au niveau du transport, donc ça va se passer grâce à la transférine, donc une protéine qui va prendre en charge cette fois le fer dès qu'elle va sortir des cellules et qui va permettre de l'amener donc aux tissus qui vont en avoir besoin, donc d'en faire disposer tout votre organisme en fait en fonction des besoins. Et là il y a deux choses bien importantes à comprendre. Donc la transférine, on peut mesurer son taux, puisque plus il y a de transporteurs, plus il y a cette possibilité de transporter du fer, ça paraît évident, mais il y a aussi le coefficient de saturation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette transférine, elle a de la place pour accumuler plusieurs molécules de fer, mais elle va, comment dire, pas des molécules de fer d'ailleurs, des ions, du fer, mais globalement, naturellement, enfin de manière ordinaire, ces sites de fixation du fer ne seront jamais saturés. Il y a toujours de la place. En fait, on s'assure toujours qu'il y ait de la place disponible pour d'autres molécules de fer. Donc globalement, en moyenne, je crois que c'est 30% qu'on doit avoir au niveau de la saturation. Donc, si votre transférine en fait est justement moins saturée, donc si le coefficient de saturation est moindre, c'est un élément qui permet de mettre en évidence qu'effectivement vous manquez de fer, puisque la preuve, les transporteurs sont vides. C'est comme si vous aviez des autobus qui étaient vides, on comprend que s'il n'y a personne dedans, c'est qu'il n'y a pas foule, donc c'est ce qui se passe avec la transférine. Donc voilà les différents éléments que vous pouvez retrouver sur votre bilan sanguin. Il y a aussi d'autres éléments qui permettent aussi de refléter votre niveau d'anémie, votre niveau de fer. Ça va être justement au niveau de l'hémoglobine, tout simplement parce que une hémoglobine donc, est constituée de fer. Donc le fait de manquer de fer va faire qu'au bout d'un moment, votre hémoglobine va être de moins bonne qualité. Donc ça va donner aussi des globules rouges qui vont être moins rouges que d'ordinaire, parce que c'est cette molécule CLM qui va permettre d'avoir le pigment et la couleur. Vous allez aussi avoir des globules rouges qui vont être beaucoup plus petits en fait. Bon, je rentre pas trop là-dedans parce qu'ils peuvent être aussi plus gros, mais pour d'autres raisons. Donc en tout cas, on peut l'observer ne serait-ce que pour la couleur, pour la taille des globules rouges, et puis donc le taux d'hémoglobine en fait, qui reflète si effectivement vous avez ou pas assez de fer pour avoir une constitution de sang classique normale. Donc en ce qui concerne l'anémie, en fait, c'est très important. Il faut comprendre que pour traiter une anémie, il faut connaître la source. Si vous ne connaissez pas la source par rapport au mécanisme que je vous ai expliqué, si vous adoptez une stratégie, si vous vous complémentez en fer, si vous augmentez votre alimentation, etc., si vous mettez en place une mauvaise stratégie parce que vous n'avez pas l'origine de votre carence en fer, ça va servir strictement à rien. Donc déjà, la première chose, c'est déjà de savoir si vous êtes en anémie ou en excès de fer, parce que ça peut être des symptômes qui peuvent être similaires, donc c'est important d'être certain que c'est du fer dont vous manquez, parce que c'est toxique en trop grande quantité. Et puis ensuite, il faut absolument connaître l'origine pour pouvoir traiter la cause et apporter vraiment ce qu'il vous faut, en fait, mettre en place une stratégie alimentaire qui va être adaptée en fonction effectivement de cette origine. Donc tout ça, je vais vous en parler donc dans la vidéo de demain qui va vous parler des causes de l'anémie, les signes et aussi quoi faire dans ces cas-là.
pour retrouver un niveau de fer qui soit correct, une meilleure alimentation qui soit plus adaptée et éviter la supplémentation tout simplement en faisant de la prévention avec l'alimentation, c'est tout à fait possible. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions par rapport au fer, n'hésitez pas, c'est l'occasion, comme je vous disais, de répondre à toutes ces questions, donc je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.